Ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і заривів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків і заривів старий Дніпро. Oui, ce serait pour Colline d'une part et Denise de l'autre. C'est à partir de votre expérience, quelle solidarité est attendue le plus en Ukraine? Quel type de solidarité? Donc, il y a beaucoup d'argent, aussi de moyens qui circulent via les États, mais pour une solidarité qui vient du bas, donc qui n'émane pas des États, qu'est-ce que vous voyez comme priorité aujourd'hui dans la solidarité qui peut être apportée depuis la Belgique? Est-ce que c'est OK qu'on prend d'abord quelques questions et qu'on répond ensuite? Oui, question pour Denis, je pense, le premier participant. Je voulais savoir, parce que vous avez fait un aperçu des partis de gauche ukrainiens, mais j'ai aussi vu, allez, il y a peu après le début de la guerre, en Ukraine, il y a aussi un nombre de partis qui ont été interdits. Et de ce que je sais, c'était aussi majoritairement des partis de gauche, socialistes ou quoi que ce soit. Je pense que la raison pour laquelle ils ont été interdits, c'était justement parce qu'ils étaient trop pro-russes. Et alors, je voudrais savoir un peu quels sont ces partis et pouvez-vous aussi donner une estimation de, justement, ces Ukrainiens pro-russes qui existent. Je ne sais pas s'ils sont nombreux ou pas, mais vous pouvez nous donner une petite estimation. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est aussi une question et une tentative un peu prolonger la conclusion que Colline tu nous a livrée ici sur la question de la lassitude et de l'épuisement. Et en fait, il y a une question plus concrète sur le degré de conscience de la population et puis des fractions plus engagées sur le moment où il se situe, parce qu'en fait, ça fait forcément référence à l'épuisement et à la lassitude des sociétés démocratiques en Occident. Et en fait, ma question, je vais aller très vite, c'est il y a eu un tournant, enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a cette conscience-là dans la société civile engagée en Ukraine, du tournant qu'a constitué Poutine et la guerre en Syrie dans la séquence révolutionnaire de démocratisation qui est passée par l'Égypte, par la Tunisie, qui est encore active aujourd'hui en Algérie, au sens où, en fait, c'est pas une lassitude, enfin, il y a la lassitude que tu as bien décrite ici, de la violence impériale, des massacres, de l'absence de réaction. La question des populations civiles n'est plus du tout un enjeu fort des sociétés occidentales. Il y a une sorte d'attentisme, on le sent fort aussi en Belgique, cette idée qu'il va y avoir une sorte de front qui va se stabiliser et qu'on négociera quelque chose dans cet intervalle-là. Mais voilà, est-ce que c'est pas une lassitude qui peut être mise dans une conjoncture politique profondément contre-révolutionnaire? Et alors du coup, la question de la démocratie et du régime démocratique, il prend une autre teneur. C'est plus seulement libéralisme versus empire, mais c'est aussi ce processus qui a lieu aux frontières extérieures de l'Europe, de pays ou de peuples qui tentent de faire exister une démocratie, comme on l'a vu en Syrie, comme on l'a vu en Tunisie, et où les notions d'état de droit, en fait, retrouvent une activité politique intense. J'ai l'impression que c'est ça qui parfois nous grève, c'est que les Européens ne savent plus très bien ce que veut dire leur propre idée politique. La gauche européenne l'a perdu, et c'est particulièrement dommage parce qu'on a là des processus historiques qui nous permettraient de le réactiver, de se dire probablement que la démocratie elle se joue beaucoup plus dans ces processus-là aujourd'hui que dans le positionnement auto-centré que la gauche pourrait avoir. Juste sur ce moment dans lequel on est. Laatste vraag nu en dan. Donc la question est, la question est adressée peut-être à la spécialiste de la Russie et peut-être aussi à monsieur qui est ukrainien. En fait, la question est la suivante. Dans quelle mesure est-ce que les Russes
savent qu'il y a vraiment la guerre entre Ukraine et Russie. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'ils croient ou non à la propagande de Poutine qui veut faire croire que c'est simplement une opération militaire et qu'il n'y a pas de guerre. Et pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que j'ai vu sur une chaîne de télévision francophone un journaliste donc, qui interrogeait des Russes. Enfin, apparemment, ce journaliste était un petit. Et alors, les personnes qui l'interrogeaient disaient on leur demandait quelle était leur opinion par rapport à ce qui se passait en Ukraine. Et alors, ils disaient eh bien, on veut que l'Ukraine cesse d'agresser la Russie. Et on veut vraiment que ça s'arrête. Voilà. Merci. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été tournées dans le données. Donc, peut-être je vais vous proposer de commencer. Et il y a D'accord, ok. Concernant les formes concrètes de solidarité, oui, effectivement, la gauche ne peut pas faire peut-être grand-chose en termes de récoltant du matériel militaire, etc. Moi, je dirais qu'il y a deux directions dans lesquelles on peut faire quelque chose vraiment qui aiderait. C'est d'abord de travailler au sein de sa propre société, chez soi, pour justement travailler, faire plus ou moins ce qu'on fait aujourd'hui ici, donc expliquer la cause et accumuler du soutien politique à cette cause, soi-disant cause ukrainienne, comme c'était fait jadis pour la cause vietnamienne, la cause palestinienne, etc. Donc mobiliser du soutien au sein, par exemple, de la société belge pour que cela soit pas si contre-intuitif que cela l'est aujourd'hui. Et deuxièmement, travailler au sein de la société, pas au sein de la société, mais avec la société ukrainienne, par exemple dans le cadre du réseau ukrainien, réseau européen de la solidarité ukrainienne. On est en train d'organiser un convoi, déjà un deuxième convoi syndical de l'aide matérielle. Et c'est pas l'aide en tant que telle, c'est important, mais même plus important, c'est le fait qu'il y a des militants, des syndicalistes français, latino-américains, etc., qui viennent à Lviv, qui rencontrent leurs homologues, des syndicalistes ukrainiens, pour que ces syndicalistes ukrainiens voient qu'en fait, la politique socialiste, la politique de gauche, ça existe et c'est quelque chose de concret qu'ils ont et elles ont des camarades en France et ailleurs. Oui, il y avait des Belgiques aussi et il y en aura en juin. Donc quelque chose qui sera important même après la guerre, parce que ces contacts resteront et c'est ça que je crois nous aidera, nous en tant qu'humanité, nous va aider beaucoup pour que les forces progressistes en Ukraine ne soient pas isolées. Voilà. Ok, c'était une question assez simple. Après, voilà, les partis interdits, c'est aussi assez simple parce que effectivement, il y a 11 ou 13, je ne me souviens plus, de partis interdits peu après le début de l'invasion. C'était pas, à mon avis, d'autant que je ne sache pas à l'avis de mes camarades ukrainiens, c'était pas un pas sage. C'est pas une mesure démocratique ni une mesure en fait justifiée.
Mais il faut quand même clarifier que ce ne sont pas des répressions anti-gauche. C'est comme vous avez dit, c'était une mesure destinée à fermer des supposés, comment ça s'appelle en français, les colonnes, les cinquièmes colonnes, voilà, les forces qui ont peut-être à tort, mais bon, qui ont soupçonné, qui ont pensé, qui ont perçu en tant que des forces pro-russes. Donc par exemple, si une région comme la région de Kherson soit occupée, ce sont les forces, les structures organisationnelles les plus susceptibles d'occuper les postes administratifs. Donc c'est ça la logique. Est-ce que c'est la bonne logique? C'est une autre question. Les Ukrainiens pro-russes, alors là c'est une grande question parce que c'est justement le thème de ma thèse. Du coup j'ai peur d'occuper trop de temps avec cela. Bon, effectivement il y a cette division un peu entre la population russophone et ukrainophone. Et moi j'ai fait mon terrain dans une ville qui est ma ville natale, dans une ville russophone, industrialisée. Mais ce qui est important de comprendre ici aujourd'hui, c'est que ce sont les données que j'ai pu récolter déjà après la fin de mon terrain, déjà après l'invasion, par le biais de Facebook, d'autres réseaux sociaux à distance. Où il ne reste vraiment aucune personne qui était pro-russe en 2019, que lors de mon séjour dans cette ville-là. Et il n'y a aucun de mes interlocuteurs qui reste indécis par rapport à cette guerre. Même plus intéressant, par exemple, disons un exemple de mineur qui a été réfugié, qui a été déplacé de Donetsk à Kryvyi, cette autre ville minière sous contrôle du gouvernement ukrainien, qui était en 2019, qui a gardé une doute radicale par rapport à toute politique, quoi que ce soit. Donc, on est contre les forces pro-russes, mais aussi contre les pro-ukrainiens, parce que ce sont tout de mensonges, etc. Maintenant, il est hyper engagé, il m'écrit des messages comme quoi, voilà, les Russes ne passeront pas, etc. Donc, et même le maire de cette ville, qui est l'incarnation un peu de cette politique, de cette identité pro-russe, parce que bon, c'est une figure iconique en Ukraine. Ce maire-là, après le début de l'invasion, il répond à l'appel de ses camarades, de ses collègues politiciens russes de se rendre, d'organiser l'accueil dans la ville. Il leur répond en disant « allez vous faire foutre ». Je n'ai pas retenu, mais il y a une citation merveilleuse de son discours où il y a 4 phrases qui contiennent au moins 5 références au discours de Staline de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il dit des phrases comme « l'ennemi ne passera pas », derrière nous, Staline disait « derrière nous il n'y a que Moscou », lui, ce maire, dit « derrière nous il y a Kryvyi, notre ville là, donc nous, et les fascistes ne passeront pas ». Donc c'est fascinant comment très vite la rhétorique stalinienne ou quasi-stalinienne, soviétisante, nostalgique, est mise au service de cette cause de la cause de la résistance. Donc vraiment, de ce côté, de ce point de vue, le rapport des forces entre les idéologies, etc., n'est pas du tout le même qu'en 2014, où là, il y avait effectivement des éléments, on pourrait dire, d'une guerre civile, parce qu'il y avait des gens qui partageaient des positions polaires, des positions opposées. Ici, aujourd'hui, ce n'est pas du tout
le cas. Et un petit mot, parce que bien sûr Aude dira beaucoup tout à l'heure sur les Russes, est-ce qu'ils sont au courant ou pas, mais je voudrais juste dire que je ne partage pas tout à fait ta conviction que les Russes et les Ukrainiens sont très différents par rapport à leur niveau de politisation, parce que les Ukrainiens sont aussi en fait très très dépolitisés. La seule différence, c'est que dans le cas des Ukrainiens, la politique est venue chez eux. Donc, ils sont politisés désormais à partir de 24 février, parce que la politique détruit leurs maisons, etc. Donc, c'est le niveau viscéral qui est en jeu. Et pour les Russes, les Ukrainiens, il y a des Ukrainiens qui se divertissent en s'introduisant dans des chats russes locaux. Par exemple, la ville de Belgorod qui subit parfois des frappes aériennes ukrainiennes qui ciblent des bases militaires à côté de Belgorod, parce que c'est important du côté logistique. Et il y a des messages des Russes effrayés. Oh, qu'est-ce que c'est sur l'horizon? C'est effrayant. Pourquoi de telles horreurs? Quand même leurs maisons ne sont pas ciblées, donc ils sont tous en vie. Et les Ukrainiens, dont les villes sont rasées, ils vont et disent quelque chose de méchant, comme voilà, vous êtes tous invités à Kharkiv. À Kharkiv, c'est bien sûr très sécurisé, il n'y a rien à avoir peur, à rien craindre. Donc la différence, c'est que les Ukrainiens vivent cette politique, la guerre, et ils se moquent des Russes, pour lesquels la guerre est justement quelque chose de politique, de distant, de abstrait. Voilà. Juste, non, oui, je te réponds. Non, vas-y. Merci pour vos questions. Pour la solidarité, je suis assez d'accord avec Denis. Je pense qu'une des choses fondamentales à faire, c'est vraiment un travail pédagogique sur ce qui est en train de se passer en Ukraine, sur ce que c'est que l'Ukraine, sur ce que c'est que les relations russo-ukrainiennes, sur ce qu'est l'OTAN, sur ce que n'est pas l'OTAN, sur ce que sont les équilibres. C'est aussi rappeler ce que c'est que la réalité de l'occupation russe, puisque, comme disait Aude, on a aussi une connaissance historique en fait de ce que c'est que le modus operandi russe, de ce que c'est que la répression russe, etc. Et donc vraiment, je crois qu'il y a un très fort travail pédagogique à faire et qui est essentiel. Aussi taire un peu cette petite musique dont je parlais moi dans ma présentation, qui est celle selon laquelle il faudrait arriver à un compromis, qu'il faudrait que l'Ukraine fasse des concessions. Voilà, donc ça je crois qu'il y a un très très gros travail à faire là-dessus, et donc à mon sens, au-delà de l'aide humanitaire qui est en fait déjà plutôt bien routinisée, et qui est mise en place aussi par les Ukrainiens eux-mêmes, beaucoup ici. Je crois qu'il y a ce travail-là, il est vraiment essentiel, et c'est de notre responsabilité. Donc je suis assez d'accord avec Denis là-dessus. Je voulais juste, avant de te répondre, rebondir sur ce que vous disiez, parce que par rapport à la question des pro-russes, je crois qu'il faut vraiment se méfier de ce terme qui est en fait qui est en fait un mot valise. Je crois qu'il y a effectivement une rupture depuis l'invasion de 2022, où là on a un sentiment en tout cas de forte uniformité, mais en tout cas jusqu'à 2022, ce terme il recouvrait des réalités vraiment très différentes. Par exemple, si on parle de partis politiques pro-russes, oui, alors ça pouvait recouvrir des réalités telles que des partis qui vraiment délivraient le message du Kremlin dans la politique ukrainienne. À l'échelle des individus, à l'échelle locale, en fait, ça peut aussi vouloir dire des choses très différentes, c'est-à-dire vouloir ne pas acter une rupture brutale avec le passé soviétique. Ça peut vouloir, quelqu'un pourrait se qualifier de pro-russe en disant ça. Ça peut aussi vouloir dire, oui, garder des liens très forts avec la Russie. Ça peut aussi vouloir dire, oui, que la Russie arrive sur le territoire ukrainien. Mais en tout cas, ça peut
recouvrir des réalités très différentes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été fort incompris, je pense, du point de vue russe. C'est-à-dire que, avec cette instrumentalisation de la langue, par exemple, on a souvent considéré que, enfin, du point de vue russe, que en fait, les personnes à l'est de l'Ukraine qui voulaient absolument parler russe, etc., attendaient à bras ouverts l'arrivée de la Russie. Or, ça n'est pas forcément vrai du tout. Donc, je crois qu'il y a une incompréhension aussi de ce que ça recouvrait comme réalité, y compris du point de vue de la Russie. Et d'ailleurs, certaines grilles d'analyse qu'on avait se sont avérées fausses après l'invasion. Une ville comme Mariupol, par exemple, qu'on a parfois considérée comme une ville au bord du basculement séparatiste, etc., en fait, c'est une ville qui a énormément résisté là, après l'invasion. Donc en fait, je crois que cette notion de pro-russe, je suis d'accord avec Denis qu'il y a eu une rupture après l'invasion de 2022, mais pour ce qui est de la période avant, il faut vraiment garder en mémoire qu'elle peut être très plurielle et recouvrir des réalités d'engagement politique, de vie quotidienne en fait très différentes. Alors je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, donc je vais essayer d'y répondre. Pour ce qui est de la rupture après la Syrie, je crois que dans les milieux militants, oui, il y a quand même une conscience aiguë de cette rupture-là. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir qu'il y a eu plusieurs événements qui ont été organisés sur l'Ukraine en parallèle avec la résistance syrienne. Donc il y a vraiment des ponts forts qui sont faits dans les milieux militants ukrainiens et la résistance syrienne. Et la limite dont tu parlais de cette dichotomie libéralisme-empire, etc. Je crois que oui, dans les milieux militants, il y a une forte conscience de ça. Mais je crois que dans la société peut-être un peu moins politisée, un peu moins militante, je crois que beaucoup de gens, et c'est ce qui nourrit aussi cette lassitude, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'Ukrainiens se considèrent et se vivent comme aussi résistants ukrainiens, mais voient en leur résistance une portée qui nous concerne nous en tant que Union européenne perçue comme démocratique, etc. Et que donc il y a une incompréhension forte là-dessus, c'est-à-dire que très souvent on entend mais comment ne pouvez-vous ne pas comprendre que ce que l'on fait ici, on le fait aussi pour vous et on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour vous. Et que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas à nous. Et donc ça nourrit en fait une incompréhension parce que il y a aussi du point de vue ukrainien peut-être parfois une incapacité à comprendre la pluralité de nos situations, nous, au sein de l'Union européenne, l'ambivalence de certaines, du modèle européen et la fatigue aussi de ce modèle-là. Donc je crois que quand même, massivement, on continue de raisonner selon cette dichotomie que dans les milieux militants, on peut considérer comme étant un peu, comme s'essoufflant un peu. Je ne sais pas si je suis claire, je ne sais pas si je réponds à ce que tu voulais. Ouais, voilà. Juste avant, il y avait Mireille qui voulait dire un mot. Juste, je voulais souligner qu'à propos de la petite musique que l'on entend, qui pourrait signifier que la guerre doit cesser d'une façon ou d'une autre, on risque donc d'arriver de facto à une partition d'Ukraine. Et je vous rappelle que c'est le procédé habituel que prennent les Nations Unies avec la communauté internationale, de séparer en deux des pays, souvenons-nous du Darfour avec cette partie coupée en deux, avec et le Soudan aussi, avec un Soudan du Nord et un Soudan du Sud, qui n'a absolument pas réglé la question du droit des peuples, la souveraineté, etc. Donc c'est aussi pour arranger, lorsque la guerre dure trop longtemps, les marchés financiers commencent à mener le combat et à demander, à exiger une solution, qu'elle soit, peu leur importe que cette solution soit contre le droit des peuples et contre le droit international. Donc nous devons nous opposer à cette musique, puisque la volonté du peuple ukrainien est de lutter pour l'intégralité de son territoire. Voilà. C'est malheureusement un acte... comment ?
Dans les frontières d'avant 2013. Dans les frontières d'avant 2013, évidemment. Et on peut dire la même chose. Voilà, on peut penser aussi à la Palestine. Avant, il y a encore quelques années, systématiquement, la revendication du peuple palestinien s'entendait dans les frontières de 1967. À l'heure actuelle, ça ne s'entend même plus, ça ne se dit même plus retour aux frontières de 1967. Donc faisons très attention parce que ça nous parle bien d'un acte colonial. Et faisons bien attention à ce qui se dit et comment cela se dit. Et si on veut être aussi, c'est une forme de solidarité avec les peuples en lutte, c'est de toujours revendiquer le droit qu'ils exigent et qui leur est dû. Et c'est de ne pas s'accommoder de ce que veulent les marchés ou les États démocrates, occidentaux dits démocrates. Ah oui, je vais essayer de répondre à madame. Moi, je peux rester assise. C'est comme ça, non? Ah non, je suis pas douée. Oui. Ah d'accord. Juste avant de vous répondre, en fait, oui, je me suis mal exprimée. C'est-à-dire que quand j'ai parlé d'une sorte de peut-être d'éloignement des deux sociétés, c'est en termes d'implication de la société civile et de la façon dont les Ukrainiens s'emparent de façon, et ça date pas du 24 février, mais même bien avant, s'emparent justement de leur quotidien à travers des associations et une implication dans la société civile. Enfin, moi j'étais très frappée en allant voir Maïdan en 2013, de voir à quel point la diversité et puis toute cette traduction aussi de l'engagement a pu se pérenniser ou se transformer. Ça a été beaucoup étudié par des sociologues et des politistes. Et là, il y a vraiment quand même, c'est toujours assez fascinant, et je le vois dans les travaux de Colline aussi, de voir à quel point la société ukrainienne est active, mobilisée, investie. Alors après, je suis d'accord sur la question de la dépolitisation, en tout cas pas la politique partisane, qui effectivement, de par le contrôle des oligarques sur les partis politiques, leur captation de la politique, disons, de façade, là oui, effectivement, mais voilà. Donc, juste pour clarifier. Sur madame, c'est une question hyper compliquée, je vais essayer d'y répondre de façon très rapide. Déjà, il y a un premier point et un premier écueil, c'est comment peut-on, dans une situation d'une telle propagande de guerre, parce que je vous invite à regarder la télévision russe avec un VPN, et c'est absolument dingue ce que la télévision russe déverse quotidiennement sur les téléspectateurs depuis des mois. J'ai été en Arménie en janvier, donc avant l'invasion, et en Arménie, voilà, je regardais la télévision russe tout le temps, le soir, à l'hôtel, etc. L'opinion était préparée. Et l'opinion russe était préparée, et c'est-à-dire que le narratif, c'était l'OTAN veut nous attaquer, l'Ukraine est une colonie américaine, aux mains de nazis qui veulent nous détruire, mais c'est l'Occident qui veut nous détruire par Ukrainiens interposés. Donc nous n'avons pas d'autre choix que celui de la légitime défense. Donc il y a vraiment une inversion en fait rhétorique qui est assez orwellienne et assez troublante. À un moment donné, on se demande qui est fou, si c'est pas nous qui sommes fous, à force de recevoir cette propagande. Donc il y a déjà le contexte à rappeler. Et méthodologiquement, est-ce qu'il est possible, en sciences sociales, de mesurer une opinion publique dans un contexte où, y compris les instituts de sondage et d'enquête, ne sont pas libres? C'est très compliqué.